Recording in progress. Donc, voilà. Nous sommes tous enregistrés. J'espère que vous êtes consentants et consentantes. Écoutez, je vais céder la parole à Catherine, ma collègue Catherine Langlais, qui va animer le webinaire. Donc, je suis très content de vous voir en mon nom et au nom de mes collègues de l'Institut EDS. Et je pense que la parole va m'être repassée incessamment. Donc, Catherine, je te laisse, si tu le veux bien, animer la séance. Oui, avec plaisir. Merci, Étienne. Je souhaite la bienvenue à tous à ce midi causerie de l'Institut EDS qui va porter sur la valorisation des savoirs ancestraux comme levier d'innovation et de développement territorial. Et fidèle aux pratiques multidisciplinaires de l'EDS, la causerie d'aujourd'hui déploie des perspectives qui sont intersectorielles, c'est-à-dire à la fois issues des sciences pures et des sciences sociales. Puis elle s'inscrit dans le cadre d'un projet qui est mené par Étienne Berthold, qui a reçu l'appui du CIROD, le Centre interdisciplinaire de recherche en développement durable, et dans la programmation des activités de la chaire pilotée par Simon Barnabé. Donc, la rencontre d'aujourd'hui va s'amorcer avec les présentations de nos deux intervenants, puis il y aura bien sûr ça sera suivi d'une période d'échange avec les participants. Comme Étienne le disait, la séance est enregistrée pour archivage et diffusion future auprès de nos membres. Donc, si jamais vous êtes indisposés, vous pouvez fermer vos caméras. Voilà. Donc, nos intervenants aujourd'hui, d'une part, Simon Barnabé, qui est professeur au département de chimie, biochimie et physique de l'Université du Québec à Trois-Rivières et qui est aussi titulaire de la chaire de recherche municipale pour les villes durables. Cette nouvelle chaire, qui est le fruit d'un partenariat entre l'Université du Québec à Trois-Rivières et la ville de Victoriaville, a vu le jour en juin dernier, donc c'est tout nouveau. Et Simon va nous parler aujourd'hui de deux initiatives de valorisation des savoirs ancestraux qui ont été menées en Basse-Côte-Nord et en Mauricie. Et le deuxième intervenant, c'est Étienne Berthold, qui est professeur agrégé au département de géographie à l'Université Laval et directeur de l'Institut en environnement, développement et société. Dans le cadre de ses recherches sur le patrimoine social des Petites Franciscaines de Marie, il va démarrer le potager, un jardin collectif qui est également une infrastructure de recherche, donc un Living Lab dont il va nous parler aujourd'hui. Donc, je laisse la parole à Simon Barnabé pour la première présentation. OK, merci d'abord à tous pour l'invitation. Ça me fait plaisir de parler de savoirs ancestraux. Ça fait bizarre parce que moi, je suis comme en sciences naturelles et génie, mais je travaille beaucoup sur le terrain et j'ai croisé des savoirs ancestraux. Fait que je vais juste vous partager deux cas d'études sur lesquels je travaille beaucoup, puis dans lesquels il y a des savoirs ancestraux qui sont voyons, qu'on retrouve là, finalement. Fait que là, est-ce que vous voyez mon écran? C'est bon? Tout est beau? Parfait. Oui. Donc, OK, excellent. Fait qu'on va commencer avec la Basse-Côte-Nord du Québec. C'est un peu loin. C'est proche de Terre-Neuve, à côté du Labrador, comme vous pouvez voir sur la carte. Puis c'est vraiment attendez un peu, là, je voulais voir les stats. Là. Je vais enlever mon petite affaire là, ici. Là. On va le mettre comme ça. C'est quand même une faible population de 5000 personnes. Il y a 13 communautés. À un moment donné, il y en avait 14. Il y en a une qui a fermé. Vous pouvez vous imaginer ce qui se passe là-bas. C'est un peu difficile sur le plan socio-économique. Il y a 2 réserves amérindiennes. C'est très anglophone comme secteur. Puis c'est là aussi où est-ce qu'on avait tourné le fameux film La Grande Séduction. Cela dit, ce qui se passe vraiment dans cette région-là, il y a vraiment un gros taux de chômage, une dépopulation, les jeunes quittent, il n'y a pas beaucoup d'activités industrielles, c'est-à-dire qu'il y a quand même une culture assez mono-industrielle aussi. Il n'y a pas beaucoup d'entrepreneuriat, pas beaucoup de sources de revenus. Ils ont perdu des sources de revenus au fil des ans, c'est un peu triste. Puis aussi, il y a beaucoup de liens familiaux, mais ça, j'en reparlerai une autre fois. Puis, ils dépendent beaucoup des ressources fossiles, mais cependant, on travaille beaucoup avec plusieurs équipes de recherche à essayer de relancer l'économie locale avec de la biomasse. Puis, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a une belle expertise pour récolter, manipuler la biomasse. Quand je parle de biomasse, je parle des petits fruits, il y a des résidus de transformation de l'industrie marine. Là. Les crustacés, par exemple. Il y a des algues marines, il y a des champignons forestiers. Bref, c'est toutes des biomasses qu'on peut exploiter avec différents acteurs locaux. Mais ce qui est surtout important, c'est que il y a beaucoup
c'est un peu là que j'ai vécu mes premiers faits avec les savoirs ancestraux. C'est au niveau du savoir des aînés et des Premières Nations. Eux autres, ils savent depuis un bon bout de temps comment récolter de façon durable cette biomasse-là. Puis ça, c'est super important. Quand on veut exploiter une biomasse, il faut vraiment, il y a des étapes d'approvisionnement, ça doit se faire le plus durable possible pour pas que tu nuises à la pérennité de la ressource. Puis, les aînés, les Premières Nations ont développé depuis des années des façons de pérenniser la ressource. Puis ça, c'est les savoirs ancestraux qu'il faut aller chercher pour réussir à développer une filière de produits à partir de ces biomasses-là. Fait que, on a travaillé beaucoup là-dessus. On est allé chercher les savoirs ancestraux. On a, entre guillemets, sécurisé notre approvisionnement en biomasse pendant de nombreuses années. Puis, ça l'a mené à plein d'impacts locaux vraiment intéressants, dont la création de la coop Solidarité Bioproduits, avec laquelle on a construit une usine de transformation de petits fruits, qui est devenue au fil des années une usine de transformation d'autres biomasses, dont des algues marines. Puis c'est comme vous pouvez voir en anglais, là, le slogan, entre guillemets, de cette coopérative-là, c'est vraiment de transformer les connaissances traditionnelles écologiques en opportunités de développement. Bref, faire des savoirs sur place, des savoirs ancestraux, vraiment un outil de développement local. Puis c'est vraiment intéressant, ça a attiré beaucoup de monde. Puis maintenant, on développe de plus en plus de produits localement, mais toujours basés sur les savoirs ancestraux, puis c'est super important. Puis on a développé plusieurs produits, on s'est même rendu dans le milieu des cosmétiques. Ça va très bien. Puis ce qui est intéressant, c'est que ce développement de produits-là, encore une fois, grâce aux savoirs ancestraux, a permis vraiment, c'est très rassembleur, ça mobilise beaucoup de gens, puis ça mobilise entre autres beaucoup la population féminine de la place. Il y a beaucoup de femmes qui s'intéressent à ça. C'est vraiment intéressant comme environnement de travail puis de recherche. Mais surtout, ça a été un bon prétexte pour retenir les cerveaux locaux. Ce qu'on a fait, on s'est mis au défi d'aller chercher dans d'autres universités au Canada des étudiants qui faisaient leur étude universitaire, mais qui étaient originaires de la Basse-Côte-Nord. On s'est dit, ben, regardez, ça vous tente-tu de faire des maîtrises avec nous? Puis le résultat, ça va être que vous allez pouvoir travailler dans l'usine de transformation de petits fruits pour pouvoir transformer les fruits en différents produits. Puis ça a marché. On a vraiment attiré. On est allé chercher des étudiants. Moi, j'avais 2 étudiantes, entre autres, qui ont travaillé sur le procédé d'extraction pour faire des extraits de petits fruits vraiment intéressants, entre autres pour les cosmétiques. J'ai réussi à les ramener dans la Basse-Côte-Nord, dans leur région d'origine. On est allé chercher aussi des étudiants qui avaient étudié en marketing à l'Université de Memorial, des étudiants qui avaient étudié au MBA dans d'autres universités canadiennes. Puis on a vraiment réussi à bâtir une chaîne de valeur avec tous ces étudiants-là. C'était vraiment intéressant. Donc, c'est ça. Fait que c'était l'expérience dans la Basse-Côte-Nord reliée aux savoirs ancestraux. On va en parler un petit peu plus tout à l'heure. De toute façon, là, je voulais vous donner ce cas d'étude-là. J'en ai un autre que je voulais vous parler rapidement. C'est une perspective un peu différente des savoirs ancestraux. On les utilise pour, entre autres, intégrer des acteurs importants dans un gros projet local. Ça se passe en Mauricie, dans le Haut-Saint-Maurice. C'est une région très forestière, mais dans les dernières années, il y a eu des fermetures de scieries, il y a eu beaucoup d'inquiétudes pour les fermetures d'autres usines. C'est une ville qui est en déclin, mais la forêt est toujours la pierre angulaire de l'économie. Il y a encore des activités industrielles qui génèrent beaucoup de résidus forestiers. C'est des opportunités à prendre pour pouvoir créer de l'économie locale, ces ressources forestiers. On peut les transformer en différents produits. Dans ce cas-ci, on s'intéressait à faire des biocarburants, des carburants renouvelables. Mais ce projet a la particularité d'être en plein territoire atikamekw. Puis dites-vous que la gestion des ressources, là, elle doit absolument se faire avec le respect sacré des savoirs ancestraux. Puis ça c'est très important. Fait que rapidement, ce projet-là dont je vous parle, on appelle ça le projet Bioénergie Latuc. C'est une bioraffinerie, c'est une usine pour faire des carburants renouvelables. En fait, on pense
réussir à partir des produits forestiers, remplacer beaucoup de diesel utilisés au Québec. C'est beaucoup d'emplois locaux qui sont estimés, spécialement des emplois locaux dans la communauté autochtone. C'est un projet fort au niveau du gouvernement fédéral, du gouvernement provincial, puis c'est dirigé par un organisme à but non lucratif appelé Bioénergie Latuc. Cela dit, quelque chose qui a été très important dans ce projet-là, il fallait absolument que la communauté autochtone de la place s'approprie le projet. La nation Atikamekw est devenue un peu une partie donnante et prenante au projet. Puis la façon dont on les a amenés, c'est vraiment, on voulait aller chercher leurs savoirs ancestraux pour assurer une exploitation durable des résidus forestiers puis créer des emplois localement, spécialement chez eux. Fait que vraiment, il y a l'appropriation des Atikamekw du projet venait entre autres des savoirs ancestraux qui mettaient à profit dans le grand projet Bioénergie Latuc. Fait que ça, c'était mes 2 cas que je voulais vous présenter. Puis voilà, donc j'imagine qu'on laisse la parole maintenant à Étienne. Effectivement. Merci, Simon. C'est très intéressant. Donc, j'aime beaucoup travailler avec toi, Simon. Je le dis devant tous les collègues parce qu'on est vraiment ici dans une perspective d'intersectorialité. On travaille sur un projet sur la bioénergie forestière, entre autres. Simon est davantage au niveau des sciences fondamentales, des sciences appliquées, moi, des sciences sociales. Donc, on a vraiment des perspectives différentes sur un même objet. Moi, je vais vous présenter. Il faudrait peut-être, s'il te plaît, Simon, que tu cesses ton partage d'écran. Excuse-moi. Merci. Voilà, c'est fait. Merci. Donc, je vais vous présenter une expérience qui est en cours de genèse, de développement, à mon point de vue, davantage sciences sociales et humaines, mais je pense que l'idée de la valorisation des savoirs ancestraux doit être comprise dans une perspective d'ensemble. Donc, je vais vous parler un petit peu d'une initiative qu'on développe depuis 1 an, qu'on appelle le potager, qui est situé à Baie-Saint-Paul. Donc, donnez-moi une petite seconde, s'il vous plaît. Je vais placer mon écran. Et voilà. Oh. Voilà. OK. C'est bon. C'est bon pour mon écran, Simon? Oui. OK, merci. Donc, qu'on appelle le potager. Donc, le potager est un jardin collectif qu'on voudrait établir sous une forme, une tenure collective. Donc, à Baie-Saint-Paul, dans la région de Charlevoix. Donc, je vais vous présenter un petit peu la place qu'occupe les savoirs traditionnels dans l'objet du potager. Ça peut paraître un peu étrange a priori de fonder une démarche d'agriculture urbaine, de jardinage collectif sur des savoirs traditionnels, mais je vais vous en expliquer les fondements. Donc, c'est vraiment important, je pense, à l'Institut EDS, on travaille beaucoup évidemment sur la question de la conservation de l'environnement dans des perspectives interdisciplinaire, j'aime beaucoup l'intersectorialité, mais je pense que c'est important de fonder ces approches sur les savoirs traditionnels parce que le développement durable, finalement, c'est la capacité de se situer dans le présent et de se projeter dans l'avenir, mais sur la base, évidemment, de ce qu'on est, dans une perspective authentique, des possibilités qu'on a et de qui on est comme personne et comme collectivité. Donc, ça repose sur le patrimoine aussi, en partie, que sont les savoirs traditionnels. On a un relevé de l'initiative. Donc, le potager est un jardin collectif qui est déployé actuellement sur un peu plus de 2500 pieds carrés, donc qui se trouve à l'arrière de l'organisme Maison Mère, à peu près au centre-ville de Baie-Saint-Paul, sur la rue Ambroise-Fafard. Donc, on y trouve des parcelles, donc sur terre, et des bacs de jardinage, donc qui, eux, sont surélevés, aux fins notamment d'une accessibilité universelle. Ça va avec les clientèles qu'on veut attirer. Donc, le potager est situé sur un espace qui va nous permettre de s'étendre jusqu'à 1 hectare. Évidemment, il y a des immobilisations, il y a des petits bâtiments, d'anciens bâtiments agricoles sur notre territoire. Mais bon, voilà. Donc, on a des possibilités d'expansion maximalement sur une superficie d'1 hectare. Excusez-moi, je vais replacer mon écran. Donc, il faut d'abord parler un petit peu d'agriculture urbaine. Moi, je ne suis pas, j'ai vu qu'il y a des collègues présents avec nous qui sont à la faculté d'agriculture. Je ne suis pas un spécialiste d'agriculture urbaine. Vous allez voir ici que la perspective qu'on développe est surtout une perspective socio-culturelle et identitaire.
Mais l'objet avec lequel on travaille, c'est l'agriculture urbaine. Donc, c'est quand même un courant qui est en montée actuellement, l'agriculture urbaine. L'agriculture urbaine, c'est un outil qui est intéressant, je pense, du point de vue de sa multifonctionnalité. Donc, les villes s'intéressent de plus en plus à l'agriculture urbaine. Pourquoi? Parce qu'on peut faire plusieurs choses avec l'agriculture urbaine. On peut faire de la conservation environnementale. On va donc pouvoir contribuer à la renaturalisation de milieux urbains, à la lutte contre les changements climatiques aussi d'une certaine façon, avec notamment lorsqu'on va favoriser les sols en régie biologique, donc dans une perspective de captation, de séquestration de carbone. L'agriculture urbaine a des vertus également économiques, donc on va contribuer à l'autonomie alimentaire des ménages, à la diversification des revenus. Mais une des choses intéressantes en agriculture urbaine, c'est le fait qu'on peut contribuer à développer des liens sociaux et à créer de la valorisation personnelle. Là, il faut parler de patrimoine social. Pourquoi? Parce que Oh, excusez-moi, je pense que j'ai un problème avec mon... Ce ne sera pas long. On a vu le changement de diapo, là. Excusez-moi, je pense que j'ai un petit problème avec ma connexion. OK, là, je dois apparaître un peu mal. On voit ta photo, puis Ah, on voit ta diapo, Étienne. ça va, ça va. On t'entend bien. OK, c'est bon. Donc, c'est ça, l'agriculture urbaine a pour effet l'agriculture urbaine peut permettre le développement d'un... Excusez-moi, j'ai vraiment un problème avec ma connexion. Bon, voilà, je pense que ça va, vous m'excuserez. Là, c'est Vidéotron. Donc, voilà, c'est comme ça. Bon, c'est ça. Donc, je reviens à mes moutons. Vous me permettrez de revenir rapidement en arrière, s'il vous plaît. C'est ça. Donc, on dit que l'agriculture urbaine est intéressante parce qu'elle permet aussi de développer des liens sociaux et de contribuer à une forme de valorisation personnelle. Donc, dans le projet du potager, c'est un projet qui, lui, cherche à mettre en valeur ce qu'on appelle le patrimoine social. Donc, parlons un petit peu de patrimoine. Le patrimoine, il y a plusieurs. Au fond, le patrimoine, c'est la capacité de mettre en valeur un objet, un ensemble d'objets ou un héritage qu'on pourrait dire immatériel, mais dans la perspective de comprendre son passé, de pouvoir se projeter en avant. Lorsqu'on parle de patrimoine, les courants dominants sont le patrimoine matériel. On va s'intéresser à l'immeuble historique, on va s'intéresser à l'objet d'art, on va s'intéresser aux ensembles. Ça, c'est des choses qui, dans nos législations, sont encadrées par la loi sur le patrimoine culturel. C'est la plus ancienne forme de patrimoine. J'en passe, mais c'est la forme dominante. On a aussi le patrimoine immatériel. Le patrimoine immatériel, c'est un outil qui est très intéressant, qui est institué dans la loi, mais en amont de ça, dans une convention sur la protection du patrimoine culturel immatériel, qui fut ratifiée sous l'égide de l'UNESCO autour de l'année 2005. Donc là, ce patrimoine immatériel va s'intéresser surtout à l'héritage culturel vivant des communautés. Parler de patrimoine social, c'est ce qu'on cherche à faire avec le potager. Ici, donc, le rapprochement qu'on fait entre l'objet agricole et le patrimoine, c'est autre chose. Lorsqu'on s'intéresse au patrimoine social, on s'intéresse surtout à des pratiques sociales, à des façons de faire, à des façons de soigner, à des façons d'agir, à des façons d'éduquer, mais dont on postule que ces pratiques sociales ont un esprit qui est toujours présent, vivant et agissant de nos jours. Donc, on n'est pas dans le patrimoine bâti, on n'est pas dans l'immatériel, on est dans une dimension identitaire, mais où on cherche la permanence du sens à travers des pratiques sociales. C'est une approche qui est surtout sociologique. J'ai développé le concept de patrimoine social en travaillant avec des communautés religieuses. Vous allez comprendre, en parlant des petites franciscaines de Marie, le lien avec le potager. Donc, le potager, je l'ai dit, est à Baie-Saint-Paul, derrière Maison-Mère.
Le potager cherche à mettre en valeur et à développer une série d'activités, mais à mettre en valeur le patrimoine social des petites franciscaines de Marie. Donc, les petites franciscaines de Marie sont une congrégation qui a d'abord, c'est une communauté religieuse. Donc, la communauté religieuse est une communauté qui est réunie. Donc, c'est des personnes qui entrent en communauté. Il y en a évidemment moins de nos jours, mais elles furent autrefois très présentes. Donc, ce sont des personnes qui entrent en communauté, qui font vœu de pauvreté, de chasteté et d'obéissance, puis qui, sur cette base-là, vont mener des œuvres sociales, de l'éducation, des soins de santé, de l'assistance sociale. Les petites franciscaines de Marie se sont implantées dans Charlevoix au début du 20e siècle. Elles venaient d'abord du nord des États-Unis, mais la congrégation s'est implantée dans Charlevoix au début du 20e siècle. Elles ont par la suite, donc à Baie-Saint-Paul, elles ont essaimé ailleurs dans Charlevoix et dans d'autres régions, notamment au Saguenay. Une communauté religieuse qui a été active dans plusieurs champs donc d'activités dans les écoles. Ils avaient des orphelinats, mais aussi un hôpital, un gigantesque hôpital, l'hôpital Sainte-Anne de Baie-Saint-Paul, donc l'hospice hôpital Sainte-Anne, qui est devenu évidemment l'hôpital régional, un hôpital général maintenant, mais qui était autrefois, puis pendant finalement les premières décennies de son histoire, un endroit qu'on qualifierait aujourd'hui d'établissement de soins de santé mentale, donc de réadaptation de soins de santé mentale. Les petites franciscaines de Marie, d'autres communautés religieuses faisaient ça, mais c'est particulièrement important chez elles. Elles utilisaient le travail dans leurs différents établissements. Ça pouvait être dans les blanchisseries, les buanderies, mais aussi le travail de la terre. Elles disposaient d'une gigantesque ferme urbaine, là même où se trouve, à quelques mètres près, le potager. Donc, elles recouraient au travail pour valoriser les personnes et pour favoriser, donc les patients de l'hôpital notamment, et pour favoriser leur réintégration sociale. Et ça, c'est exactement la forme de savoir ancestral qu'on cherche à mettre en valeur dans le potager. Donc, le potager se développe, mais dans la perspective de mettre en valeur le patrimoine social des petites franciscaines de Marie. C'est-à-dire de quelle façon on est capable aujourd'hui de continuer à contribuer au développement de liens sociaux et au sentiment de valorisation personnelle, disons, par le travail de la terre. Donc, ce qui se fait au potager est une agriculture collective. Donc, c'est ce qu'on est en train de développer, c'est-à-dire que on n'est pas dans la logique du jardin communautaire, ici pas encore du moins, là où chaque personne aurait une parcelle, ou chaque groupe aurait une parcelle de terre et cultiverait ses propres légumes. On est surtout dans une logique où on va mettre de l'avant une planification et un cycle donc de production puis de récolte qui va être surtout collectif de la ressource. On est jusqu'à présent, donc au fond, on a une saison qui au fond derrière nous et on est dans une culture de base, donc des produits de base là, incluant donc légumes et épices. On n'est pas dans une production économique, on est essentiellement dans une logique vraiment, je dirais, socio-culturelle et identitaire. Donc, on travaille déjà, mais on va continuer à travailler avec des organismes locaux et régionaux qui ont essentiellement une vocation socio-communautaire. Donc, il n'est pas question ici d'induire une compétition avec les maraîchers locaux, mais des organismes qui auraient besoin, qui pourraient vouloir recourir à la plateforme qui est le potager, justement dans la perspective de créer des liens sociaux ou de favoriser le développement culturel et personnel. On pourrait penser ici notamment au groupe qui représente les aînés. Donc là, avec Simon, on a travaillé aussi sur cette question. J'apprécie que tu l'aies mentionné s'agissant de la Basse-Côte-Nord. Donc, les aînés ont des savoirs importants. Ils ont, pour certains, été quand même passablement contraints par la pandémie. Et l'idée de travailler la terre est aussi une façon de se recréer, de recréer des liens sociaux et de favoriser le développement, disons, puis un certain sentiment de valorisation personnelle. Donc, c'est dans cette perspective-là que le potager, dont on prévoit le déploiement sur une dizaine d'années, va chercher à travailler avec des organismes locaux et régionaux, notamment les regroupements d'aînés, mais aussi les écoles, vraiment dans une perspective très socio-culturelle. Toujours en trame de fond également, l'idée, puis c'est là qu'on est dans une logique de laboratoire vivant, donc les organismes avec lesquels on travaille vont nous donner une image de la façon dont le patrimoine social des petites franciscaines de Marie peut résonner aujourd'hui. Comment aujourd'hui, en travaillant la terre, on peut
créer des liens sociaux. Quel genre de sentiment de valorisation personnelle, par ailleurs, le travail de la terre est susceptible d'induire? Ça, c'est ce qui est au fondement de notre démarche. Évidemment, la liste des partenaires, les vertus de la recherche va s'élargir en fonction également des besoins sociaux et régionaux. On aura un pont important à faire avec l'université ici, mais ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait toujours derrière cette démarche-là un lien entre si on veut, l'esprit du lieu, donc les petites franciscaines de Marie, leur patrimoine social, elles travaillaient la terre pour favoriser la réinsertion sociale, la valorisation personnelle et la destination de l'agriculture urbaine. Donc voilà, en tout cas, vous m'excuserez pour les quelques problèmes de connexion que j'ai connus. Merci, Catherine. Merci, Étienne, pour la présentation. Merci, Simon. Je peux lancer des questions, mais si vous en avez spontanément, je serais contente de vous entendre. Si vous souhaitez, vous pouvez aussi écrire les questions dans le chat, mais vous pouvez prendre parole. Je vais lancer une question pour casser la glace. Simon et Étienne, à la lumière des projets évoqués, je me demandais, peut-être surtout Simon, mais Étienne, je pense que ce serait super intéressant de t'entendre aussi, sur le positionnement des municipalités au sein de l'écosystème de recherche et d'innovation dans la transition qui nous attend. Bon, ben tu poses une question très importante parce que je pense que ils sont vraiment au centre de l'écosystème de recherche et d'innovation parce que pour différentes raisons. D'abord, ils sont proches des citoyens. Fait que puis les citoyens gardés à l'esprit, c'est toujours les utilisateurs finaux de nos travaux de recherche. Fait que quand tu as les municipalités de ton bord, généralement, tu as plusieurs utilisateurs finaux des travaux de recherche de ton bord. Puis ça, c'est important pour l'acceptabilité, pour un paquet de choses, pour aussi gagner la confiance. Okay? Puis avoir la confiance, c'est comme ça. Là, on parle de savoirs ancestraux, c'est comme ça qu'on va les chercher. Les savoirs ancestraux, c'est pas tout le monde qui veut les donner, là. Hein? Et puis, il faut que tu gagnes la confiance. La meilleure façon de gagner la confiance, c'est de travailler avec les municipalités, leurs décideurs municipaux, qui, eux, en principe, ont été élus et qu'ils ont la confiance de la population. Écoutez, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Simon. Ça, de toute façon, en études urbaines, on travaille à partir de ces perspectives-là. Le palier municipal est celui qui est le plus près des citoyens. D'ailleurs, les responsabilités des municipalités se sont beaucoup transformées ces dernières années et ce n'est pas pour rien. C'est parce que les besoins des citoyens se développent. Donc, non, c'est sûr que la question de l'innovation, puis aussi difficile soit-elle, la captation des savoirs ancestraux est vraiment une plus-value aussi pour l'action municipale. Mais il faut que les organismes comme l'université soient capables, je pense, aussi d'accompagner les organismes municipaux parce il y a toute une démarche de recherche aussi, là, puis, un peu comme ce que fait Simon avec sa chaire. Donc, c'est important là-dessus qu'on travaille dans l'écosystème, justement, main dans la main. Là. Mais moi, je ne suis jamais allé chercher le savoir ancestral moi-même. Il a toujours fallu que je passe par des organisations municipales. Okay? Donc, moi, il fallait. Parce qu'eux autres, ils ont la confiance quand même des gens du milieu. Moi, ils me voient arriver, ils ne savent pas du tout qui je suis. Là. Mais moi, quand j'arrive avec leurs champions locaux, souvent, ça facilite le transfert des connaissances. J'entends donc qu'il y a vraiment un rôle de passerelle puis de partenariat qui est vraiment important avec les municipalités pour être au contact direct de la population. Je pense que c'est vraiment intéressant comme perspective. Je vais passer la parole à Maëva Botrel. Oui, bonjour Simon, bonjour Étienne. Ma question, ce serait autour de... Donc, j'ai bien compris qu'il y avait une question, un enjeu autour de la confiance des organisations pour pouvoir communiquer les transferts, les savoirs ancestraux. Ma question, c'est est-ce que vous avez identifié d'autres enjeux justement au transfert de ces et à la mise en place de ces savoirs ancestraux? Ben, il faut les identifier. On ne sait pas tous ce qu'ils sont les savoirs ancestraux. Oui, on a quelques indices. Comme moi, par exemple, en travaillant avec Étienne, j'ai réalisé que les couvents religieux contenaient beaucoup de savoirs ancestraux. Je ne le savais pas. Ça. Moi, j'ai pas. Tu sais, oui, quand tu y penses, c'est logique, là.
Mais c'est ça. Donc, il faut vraiment que, tu sais, nous, on est des chercheurs de terrain, on ne sait pas tous où trouver certaines connaissances. Ben, on pense des fois que les connaissances existent, mais tu sais, on ne regarde pas aux bonnes places. Puis quand on pense savoir ancestraux, je pense que ça aide beaucoup, même en sciences naturelles et génie. OK, il y a des savoirs ancestraux. Étrangement, il y en a. Tu sais, il y a des technologies qui ont été développées dans le passé puis qui ont été oubliées. Il y a des vieux brevets qui disparaissent puis que finalement, ils sont là. Fait que tu penses avoir une super bonne idée, mais il y a quelqu'un qui a pensé à ça à un moment donné. Fait qu'il y a des savoirs ancestraux cachés un peu partout. Je pense qu'on a besoin, entre autres, de gens justement en société et culture pour nous aider à identifier ces détenteurs de savoirs ancestraux. Oui, puis je suis tout à fait d'accord. Si tu permets, Simon, je pense effectivement, il faut les identifier, donc les caractériser, parce qu'il faut être capable faut être capable de les capter, là. C'est ça, de pouvoir les identifier comme il faut, mais après ça, il faut être capable de les mettre en valeur. C'est ça qui est aussi difficile. Puis dans une perspective d'acceptabilité sociale aussi, il faut que les gens puissent se les approprier. Ça va pas toujours de soi non plus. Je pense que on peut reléguer des savoirs ancestrales au musée. C'est peut-être pas la démarche qui, dans tous les cas, est la plus profitable, parce que le savoir ancestral, dans mon cas, ben, il s'agit de patrimoine social, mais ça revient aussi d'une certaine façon à l'approche que nous a présenté Simon dans ses deux études de cas. Le savoir ancestral, c'est un levier d'innovation. C'est un levier d'innovation et de développement. Donc, il faut être capable de l'identifier puis de baliser de quelle façon on va le mettre en valeur, puis jusqu'à un certain point, on va le conserver. Comment les gens vont le reconnaître, comment ils vont le partager. Là, ça prend une certaine activité d'interprétation. Puis les universités les organismes de recherche, d'enseignement doivent travailler avec les organismes locaux, puis les organismes municipaux aussi, dans cette perspective. On est vraiment un écosystème, là. Donc, si je comprends bien, deux enjeux majeurs, qui est le premier, identifier où se trouvent les savoirs ancestraux, puis lesquels sont-ils. Puis le deuxième, comment faire adopter au grand public pour pouvoir les mettre à l'échelle finalement, cette adoption-là des savoirs ancestraux, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Donc, faire en sorte qu'ils soient vraiment des leviers de développement reconnus, appropriés et partagés, là. Merci. Mon micro. Je vais passer la parole à Maude Flamand-Hubert qui avait une question aussi. Bonjour, merci beaucoup pour vos présentations. C'était des thématiques, moi, qui m'intéressent beaucoup, là. J'avais une question un peu technique pour Simon. Tout d'abord, je me demandais, c'est juste parce que je l'ai moins souvent entendu cet aspect-là, là, d'inclure les produits alimentaires dans la biomasse. Fait que j'étais juste curieuse un petit peu si j'aime bien les définitions, là, puis j'en enseigne notamment de ces définitions. Fait que j'étais juste un petit peu curieuse de voir, disons, dans quel cadre de référence, là, de définition ça s'inscrivait. Mon autre question, elle touche encore les définitions, mais elle est plus large. Je me demandais qu'est-ce qui vous avait amené à choisir savoirs ancestraux. Dans la littérature, par exemple, on utilise souvent un savoir traditionnel, on peut avoir des savoirs locaux, savoirs vernaculaires. En tout cas, puis là, je me demandais si vous aviez eu une réflexion un petit peu plus théorique là, sur le choix, disons, du terme. Là. Puis là, même là, je n'étais plus sûre si c'était dans le titre au début, savoir locaux, mais en tout cas, c'est plus pour échanger, là, parce que, comme je le dis, c'est des questions qui m'intéressent beaucoup. Puis, merci. Bien, Simon, je vais te laisser répondre à la première. Puis après ça, je pourrais m'essayer sur la deuxième de façon complémentaire. C'est bon. Tu sais, à la base, des produits simples qu'on peut faire à partir de la biomasse, on parle des petits fruits, là, la camarine noire, ces choses-là. Bon, tu peux faire des tartes, tu peux faire des fruits, pas des fruits, mais des bonbons avec ça. OK, bon. Mais une fois, tu sais, dans la transformation, il reste tout le temps il peut rester un peu des résidus de pelure de fruits. Fait que ça, là, ça a des super propriétés antioxydantes. Puis c'est des extraits que tu peux faire, puis inclure ça dans d'autres produits alimentaires. Donc, il y a différentes façons que tu peux toucher au marché de l'alimentation à partir de la biomasse. Fait que ça, c'est le genre d'exemple que je peux te donner. Puis, vas-y, Étienne, pour le savoir ancestraux, moi, je vais dire quelque chose aussi là-dessus après.
Ben, écoutez, c'est ça. Je dois dire, là, c'est peut-être un peu une remarque un peu spécialisée, mais en patrimoine, on ne travaille plus vraiment avec la notion de tradition. Je l'ai moi-même évoqué, mais c'est surtout pour rejoindre l'idée de savoir ancestral. Puis la tradition, c'est une notion qui est toujours réinventée, qui a trait davantage au présent qu'au passé jusqu'à un certain point, parce que c'est vraiment quelque chose d'inventé puis de réactualiser. Par savoir ancestral, on voulait juste être capable de lier nos deux sujets, donc surtout avec l'étude de cas de la Basse-Côte-Nord de Simon. Mais il faut continuer à réfléchir là-dessus. Moi, j'aime bien le terme savoir ancestraux parce que ben, en fait, là, je réfléchis à voix haute. C'est mon collègue Nicolas Fecteau qui a envoyé un petit chat là, sur la fermentation. Pour votre information, moi, je suis microbiologiste. Okay? Moi, je suis un fermenteur. Moi, j'aime fermenter les choses. Mais la fermentation, là, ça fait pas des décennies, mais ça fait ça fait longtemps que ça existe. Ça fait longtemps que le monde font de la bière puis du vin. Fait que ça, là, c'est vraiment des savoirs ancestraux qui ont été maintenus au fil des années, qui ont été optimisés, tout ça, puis qui sont maintenant à l'origine de tous les produits fermentés que nous dégustons quotidiennement. Merci. On va passer la parole à Nicolas Fecteau, justement. Oui, en fait, Maud, remarque super intéressante. Puis quand vous avez posé la question ancestrale, traditionnelle, je me suis même mis en question à partir de quand ça devient ancestral. C'est à partir de quand nos pratiques d'aujourd'hui qui sont abandonnées deviendront ancestraux dans le futur. Donc là, on tombe plus philosophique. Mais un peu en lien avec ce que Maëva disait, puis je pense qu'elle semblait peut-être s'orienter vers est-ce qu'on fait une cartographie, y a-t-il un travail de fond qui se fait? Puis tu sais, je nommais fermentation parce que est-ce que les travaux actuels de savoir ancestraux, c'est-tu d'identifier celles qui ne sont pas reconnues, non valorisées, ou on commence à identifier ou valoriser celles qui sont déjà existantes, puis celles sur lesquelles une société peut, entre autres, développer, par exemple, autour de la fermentation? Ma question, en fait, c'était plus une remarque, un questionnement à savoir comment on peut entamer une démarche pour reconnaître, valoriser les savoirs ancestraux. Est-ce qu'on part avec en reconnaissant ce qui existe déjà, puis fermentation, pratiquement tout ce sur quoi on travaille à valoriser des résidus, à travailler sur des biomasses se base sur des savoirs ancestraux, évidemment qu'on a mené à notre échelle. Fait que mon questionnement était juste là à savoir, parce que l'agriculture s'appuie sur des savoirs ancestraux, mais aujourd'hui, on le pousse dans de la méga technologie, mais il reste que ça s'appuie toujours sur des concepts ancestraux. Fait que ma réflexion est un peu lancée. Je ne sais pas si mon intervention est claire et précise, là, mais je suis curieux de vous entendre à ce sujet-là, comment on entame une démarche à ce niveau-là. Merci. Simon, est-ce que tu veux... Non, vas-y pour celle-là, je la trouve difficile. Je vais réfléchir pendant que tu vas répondre. En réalité, ça peut être l'œuf et la poule. Hein. Dans la loi, on va travailler à partir d'une perspective de 70 ans. Donc, là, on joue sur des mots patrimoine, tradition, savoir ancestral, mais ce qui a une valeur, disons, ancestrale ou patrimoniale, serait établi à plus de 70 ans. Donc, soit on travaille à partir de ces barèmes-là, ou alors on va chercher des savoirs qui sont, puis c'est là que ça peut devenir intéressant, qui sont peu documentés, mais qui ont vraiment une portée là, sur lesquels on peut s'appuyer dans une perspective de développement. Écoutez, effectivement, c'est une question là, qui est bonne et qui est précise. Là. On pourrait réfléchir longtemps là-dessus. Là. Effectivement, moi, je pourrais peut-être dire quelque chose qu'on pourrait peut-être essayer davantage. C'est que, bon, on est dans un secteur, c'est d'essayer de s'inspirer des savoirs ancestraux de d'autres secteurs. Peut-être qu'il pourrait se passer des choses intéressantes de cette façon-là. Moi, je suis dans le monde des technologies, là, puis j'ai vu des développements technologiques s'inspirer de d'autres secteurs. Tu sais, je travaille dans le secteur d'aluminium, je suis un microbiologiste, ça n'a pas rapport, mais ça m'a ouvert des perspectives incroyables. Fait que je pense que cette utilisation des savoirs ancestraux-là dans une perspective intersectorielle, ça pourrait être très intéressant. En effet, c'est super riche, justement, les perspectives croisées, puis les rencontres hors sciences, puis sciences sociales, sciences pures. Il y a vraiment des croisements puis des pollinisations riches là, qui peuvent advenir de ces rencontres-là, comme vos deux recherches en font témoignage.
Je vais passer la parole à Mélanie Pinard. Ah, ton micro. Mélanie Pinard de la ville de Victoriaville. Donc, on est représentant à Victoriaville aujourd'hui. Moi, ma question, ou en tout cas une question, mais moi, je travaille surtout en patrimoine au sens large, mais en patrimoine bâti, parce que quand on travaille dans les municipalités, c'est souvent le patrimoine bâti là, qui est le plus concret, là. Et donc, pour nous, les difficultés en ce moment, c'est le patrimoine, dans les patrimoines immatériels, c'est surtout la transmission des connaissances au niveau du patrimoine bâti. On est en train de perdre les connaissances au niveau de la construction en bois. Les nouveaux matériaux ne sont pas adaptés du tout à nos bâtiments ancestraux. Les nouveaux entrepreneurs ne connaissent plus les façons de construire en bois, donc tous les petits détails qu'on faisait pour évacuer l'eau, c'est perdu, ou presque. Il y a très peu de gens qui savent le faire. Et il y a même des outils là, dont on a perdu les connaissances. Donc, on ne sait plus comment faire des toitures en tôle pincée ou en tôle à baguette. Donc, il y aurait à retravailler. En tout cas, ces maisons-là sont toujours existantes. On veut les garder, puis c'est même des bâtiments publics dans certains cas. Mais les traditions ne sont plus là. Puis, est-ce qu'il peut y avoir des nouvelles technologies qui nous aident? Mais on est un petit peu entre deux mondes, là. On a le monde de la construction actuelle avec les matériaux existants qui ne correspondent pas aux bâtiments traditionnels et qu'on essaie souvent d'apposer sur ces bâtiments-là en venant les dénaturer. Et on a les maisons traditionnelles qui n'ont plus leurs ouvriers qui ont les connaissances pour les réparer, les remplacer. C'est hyper difficile aujourd'hui de trouver de la main-d'œuvre. Donc, est-ce que les nouvelles technologies, est-ce qu'il y a des façons de faire qui peuvent nous aider parce qu'on est un peu dans un tournant là, où les anciens maçons sont de plus en plus rares, les anciens. Donc, dans tous les champs d'activité de la construction, là, on a de la difficulté à trouver de la main-d'œuvre. Donc, tout est intéressant, là. Je m'intéresse à tout ce qui s'est dit aussi là, par rapport au niveau de l'agriculture urbaine et de la transmission des savoir-faire, c'est sûr que les communautés religieuses ont énormément ils ont un gros bagage à mettre en valeur, là. Chez nous, c'est les Frères du Sacré-Cœur là, qui ont un grand terrain qui a été repris par la ville et dont on essaie maintenant de mettre en valeur. Mais il y a des pertes, bien sûr, là, de savoir-faire dans tout ça. Mais il y a beaucoup de choses à faire. Puis l'inventaire, c'est large, là, l'inventaire du patrimoine immatériel. Donc, je voulais voir c'était quoi aussi votre champ d'activité, là. Vous allez jusqu'où? Est-ce que c'est éclaté? C'était ma question. Merci. Si vous permettez, je vais répondre rapidement. Moi, c'est sûr que je travaille, puis c'est un peu ce qu'on essaie de qualifier à la base du potager à partir d'une approche du patrimoine qui n'est pas encore dans la loi. OK? Donc, c'est sûr que le patrimoine social, je pense que le ministère est en train de travailler à la définition de la valeur sociale de la loi parce que le législateur l'a inclus sans la définir il y a quelques mois. Donc, c'est sûr que là, dans cette logique-là, tout reste à faire, mais je comprends l'enjeu que vous soulevez par rapport à la perpétuation des savoirs plus professionnels du point de vue du bâtiment, de l'architecture. C'est sûr que à Québec notamment, lorsqu'il y a eu des coupes il y a une dizaine d'années dans l'organisme Parc Canada, ça a donné vraiment un coup de massue important dans l'écosystème apprenant. Puis je pense qu'on doit quand même essayer. Puis là-dessus, c'est ça, on parlait de relations entre les universités et les autres organismes. Là-dessus, on ne doit pas abdiquer. Puis il faut effectivement continuer d'enseigner des portions au moins de métiers traditionnels. Donc, de telle sorte que
les ouvriers à qui sont confiées des restaurations patrimoniales aient quand même les outils pour avancer. Fait que je comprends là, l'enjeu dans lequel vous êtes, d'autant que s'il s'agit de construction en bois, là, dans ce cas-ci, puis je pense que l'écosystème apprenant doit être consolidé. Il y a sûrement une multitude quand même de moyens qu'on peut prendre au niveau technologique. Moi, je suis un petit peu moins familier avec ces outils-là. Je ne sais pas, Simon, toi, si tu as des Moi, réflexions. oui, peut-être. Ben là, si je prends le cas spécifique des constructions en bois, ben que, en fait, tu sais, ici au Québec, on n'a pas une culture de rénovation, déjà. On a plus une culture, on fait tomber la maison dans construire une nouvelle. Fait que ça nous a peut-être fait perdre nos savoirs ancestraux reliés à la rénovation, reliés aux problématiques que Mélanie nous dit. Parce qu'en Suisse, eux autres, moi, j'ai des amis suisses, et étrangement, j'ai un ami qui est chercheur en rénovation énergétique des bâtiments. Mais eux autres, là, au lieu de faire tomber des murs, ils en rajoutent. Les autres, ils ont toujours maintenu la culture de la rénovation, puis probablement, c'est tout basé sur des savoirs ancestraux, optimisés au fil du temps. Fait que c'est des cultures, c'est ça. Je pense qu'il faut surveiller ça, il ne faut surtout pas perdre nos savoirs ancestraux. La façon dont Mélanie disait ça, ça commençait à m'inquiéter. J'avais l'impression qu'on ne pourrait plus construire des maisons en bois dans le futur, là, ici au Québec, là. Merci, Étienne. Merci, Simon. Il y a Méva aussi là, qui a mis une petite note dans la discussion à ton attention, Mélanie, au sujet de la solution ERA qui est très bon là-dedans avec un laboratoire d'économie circulaire là, avec le CIRIEC. Il y a peut-être des ressources à aller voir de ce côté-là. Méva, si tu me permets, vu qu'il y a deux autres personnes qui n'ont pas posé de questions encore, je vais peut-être... ouais. Donc, je vais demander à Myriam de prendre la parole. Bonjour tout le monde, merci pour les présentations. Moi, c'est Myriam Cloutier, je suis conseillère en développement territorial pour la MRC de Charlevoix. Donc, le potager de Baie-Saint-Paul il est sur notre territoire, en fait. Moi, j'ai une question par rapport à la chaire de recherche, en fait. Je vous explique. Je me demande quel est l'impact d'une chaire de recherche municipale pour favoriser, en fait, la prise en charge sociale et l'acceptabilité sociale des projets et la mise en valeur des savoirs ancestraux. Quel est son impact dans un premier temps? Et dans un deuxième temps, c'est quoi la structure de la chaire de recherche à Victoriaville du QTR? Comment ça fonctionne exactement? C'est une chaire de recherche qui s'apparente à une chaire de recherche industrielle. Au lieu que ce soit une compagnie qui achète une équipe de recherche, c'est une ville qui se l'achète. Fait que ça fait en sorte que le chercheur devient très proche de la ville et spécialement de ses élus municipaux. C'est un peu ça le concept. Mais quand on est proche de tous ces gens-là, en principe, on devient comme le scientifique en chef de la ville. Là. Fait qu'on devrait être accessible à tous les citoyens. Fait que notre programmation scientifique est vraiment basée sur les enjeux de la ville. Faut être quand même assez flexible, là, mais il y a quelques enjeux qu'on identifie. Puis, par exemple, un enjeu au niveau du maintien du patrimoine social ou quelque chose du genre, ça pourrait être super intéressant pour une chaire de recherche municipale, avec Baie-Saint-Paul, par exemple. Ouais. Puis la particularité, c'est une chaire entièrement financée par la ville. Ça, c'est important. OK, elle est 100% financée par la ville. Oui, il peut y avoir un petit peu d'argent qui vient d'ailleurs, mais c'est vraiment à la base, c'est la ville qui la finance. Puis nous, on s'engage à faire fructifier cet argent-là dans différents programmes de subvention. Ce qui est important, c'est que c'est un programme qu'on a développé à l'Université du Québec à Trois-Rivières. On veut que ça se déploie partout. On aimerait ça que d'autres universités en fassent de même. Fait qu'on va partager tout ça très bientôt, là. On a mêlé les fonds de recherche du Québec à ça aussi. Fait que, puis l'Union des municipalités du Québec. Puis une chose particulière, c'est important de présenter le projet de chaire au conseil municipal. Il faut que tous les élus soient d'accord avec l'initiative. Ça, c'est super important. Il faut un contact avec, moi j'appelle ça les décideurs municipaux, là, les élus, de préférence des directeurs de services. Puis à ce moment-là, ça peut aller. Ça peut être une MRC aussi, mais l'important, c'est le contact avec les décideurs municipaux. Et puis, je vous relance par rapport à l'impact, si je comprends bien, en fait, par rapport à Victoriaville, le fait d'avoir un pied dans la porte à la municipalité et que les recherches sont centrées sur les besoins municipaux, j'imagine que l'acceptabilité sociale de ça était plus grande.
Oui, tout à fait. Nous, on travaille, on appelle ça les fermes algales. On fait pousser des algues dans des eaux usées, puis on veut valoriser des algues. Là. Ça, c'est pas tout le monde qui comprend ça, mais en passant par la ville, c'est plus facile de faire digérer ça à la population. Puis l'impact, en fait, sur les entreprises là-bas, est-ce qu'il y en a eu nécessairement justement avec les algues? Ben justement, c'est que quand tu te rapproches des élus municipaux, c'est plus facile de créer des partenariats avec les entreprises locales. Parce que là, si toi, tu as la confiance du maire et de son DG, normalement, l'entreprise locale fait confiance au maire et son DG. Fait que ça va plus vite de développer le partenariat. Puis quand tu développes des partenariats avec des entreprises qui n'ont pas une culture de la recherche, tu vois tout de suite l'impact que ça a. Eux autres, justement, peut-être 1 ou 2 années plus tard, ils commencent à se former une équipe de recherche. Ça veut dire qu'ils attirent des talents, ils attirent des cerveaux localement. Puis c'est pour ça que j'ai eu cette chaire-là. J'ai fait ça avec une entreprise locale. J'avais un projet, un projet assez technologique. Puis finalement, les résultats m'ont démontré que ce n'était pas rentable. Mais l'entreprise en question est passée en 3 ans de un chercheur en innovation à 10 chercheurs et des techniciens. Tu sais, c'est eux autres. Ouh, Simon, tu nous amènes des cerveaux. OK, correct. Fait que, en même temps, ça favorise l'innovation. Puis c'est un enjeu majeur. On ouvre les entreprises à l'innovation. C'est un peu ce qu'on dit, là. C'est l'ouverture des. Il y en a qui sont ouvertes, mais pas toutes. Mais ça dépend des moyens aussi, petit, plus gros. Oui, mais ils n'ont pas beaucoup d'argent. La compagnie en question, en tout cas, mon partenaire, ils n'ont pas plus d'argent en recherche. Ils en mettent juste un petit parti, là. Mais ils s'aperçoivent qu'ils peuvent faire fructifier ça 10 fois. Je veux dire, ils mettent 100 000 par année, ils sont capables d'aller chercher $1 million en subvention avec d'autres équipes de recherche universitaire ou collégiale. Ça justifie après ça d'engager des chercheurs et d'avancer dans l'innovation. OK, parfait, merci. Puis d'ailleurs, je demanderais peut-être à Étienne, est-ce que ça a été réfléchi de mettre potentiellement une chaire de recherche municipale avec le projet du potager? C'est pas une bonne idée. Oui, bien là, c'est sûr qu'on travaille avec Simon aussi dans cette logique-là, mais nous, c'est ça, c'est que là, j'ai parlé surtout du potager comme, dans le fond, comme un outil pour mettre en valeur le patrimoine social des petites franciscaines de Marie. Mais en réalité, par excroissance, dans le fond, l'infrastructure qui est là va permettre aussi à différents partenaires d'obtenir on va pouvoir mettre en contact des chercheurs avec des organismes, là, des chercheurs qui ont besoin, qui veulent travailler des questions plus spécifiques au niveau agricole, des chercheurs qui veulent travailler l'éducation à l'environnement. Fait que là, il y a des organismes locaux et régionaux qui aussi, notamment autour de la SADC, là, avec qui on a discuté, vont pouvoir trouver quand même des projets de recherche qui vont répondre à un certain nombre de leurs besoins. Fait que cette approche du laboratoire vivant, où là, dans le fond, là, on cultive, mais aussi ça répond à des préoccupations et à des besoins. C'est assez compatible. C'est une approche de recherche qui est aussi compatible avec l'idée éventuelle d'une chaire de recherche municipale. Là, on est à un autre niveau, bien sûr, mais c'est ça. C'est que l'écosystème, il se consolide autour de nos organisations. Là. OK, merci. Merci beaucoup. Il nous reste le temps pour une dernière question. Fait que là, j'aurais tendance à prioriser Éric qui n'a pas encore parlé, mais je ne sais pas si Maëva et Nicolas, vous acceptez de céder votre droit de parole. Éric? Oui, allô, je m'appelle Éric Pou, je suis de la MRC de Masquinongé. Ah, on ne me voit plus? On vous entend. Ah, c'est beau, je suis revenu. Écoutez, nous autres, on essaye de voir, parce que je comprends que la mise en valeur des savoir-faire ancestraux, c'est une façon de revaloriser, de dynamiser nos territoires. Ça me fait penser à quand j'avais 20 ans avec le fameux livre « L'art de vivre au temps jadis ». C'est comme si ce livre-là, on le réactualise en développement territorial. Mais, tu sais, il faut susciter l'adhésion de nos élus, nos municipalités. Puis souvent, nos élus sont d'une autre génération. Hein, puis, on amène tout un paradigme économique où on valorise l'autonomie, l'autosuffisance, puis c'est pas nécessairement dans les tendances du temps. Fait que ma question, c'est comment on peut mobiliser nos élus de petits villages de 1500 habitants à voir que
la valorisation de savoir-faire ancestraux par des entreprises collectives ou des projets territoriaux, ça peut être très, très avantageux pour eux. Parce que dans le day-to-day, c'est nous autres qui sommes un peu les ambassadeurs envers eux. Si vous permettez, merci pour la question. À partir du moment où, avec les savoirs ancestraux, donc un savoir qui plonge, mettons, ses racines dans un temps plus ou moins loin, à partir du moment où on crée de la valeur, ça devient de la valeur, pas forcément économique, mais de la cohésion sociale qui va justement nourrir un esprit d'innovation. Ça peut devenir intéressant quand même pour une municipalité dont l'assiette, dont le nombre d'habitants est restreint, puis l'assiette foncière est restreinte aussi. Il reste, tu sais, qu'on doit toujours quand même développer notre attractivité comme municipalité pour retenir nos résidents, pour en attirer d'autres aussi. Je pense que l'innovation est intéressante dans cette perspective-là. Fait que dès qu'on arrive à créer de la valeur, la cohésion sociale, idéalement de la valeur économique aussi à travers ça, de surcroît, surtout si on est dans un esprit de développement durable, ça devient intéressant. Puis le patrimoine devrait toujours servir à ça. Tu sais. Le savoir ancestral devrait toujours servir à ça. C'est pas quelque chose qu'on pose sur une tablette et qui accumule la poussière. Il sert à nous projeter par des projets en avant. Fait que je pense qu'on peut créer de la valeur avec des projets, des savoirs ancestraux. OK, merci. Moi, je pense qu'Étienne a très bien décrit ça. Moi, je dirais qu'il faut réussir aussi à mettre en valeur cette valeur sociale-là. Je pense que c'est ça. Tu sais, c'est de montrer qu'il n'y a pas juste de la valeur économique. Que la valeur sociale c'est très importante, là. Ben, je vous remercie tous les deux. Malheureusement, on n'aura pas le temps pour la question de Maëva parce qu'il faut qu'on s'arrête à 1 heure. Mais je peux vous la lancer pour réflexion puis élaboration future. Maëva nous demandait là, si on avait autant d'argent qu'on voulait, ce serait quoi? Qu'est-ce qu'on mettrait de l'avant là, en premier pour le savoir ancestral? Fait qu'on peut se laisser là-dessus puis revenir la prochaine fois. Je vous remercie à tous d'avoir participé à cette discussion fort riche et intéressante, d'avoir posé des questions, d'avoir participé. On est content de la réponse et de l'intérêt que ça suscite. Puis spécifiquement, en général, mais quand même spécifiquement pour les acteurs du milieu à Charlevoix, on vous invite à suivre le développement du potager, le processus de gouvernance collective là, qui est en train d'être mis en place pour que le potager devienne à la fois autonome et approprié par la communauté. Puis aussi les prochaines activités, évidemment, de l'IEDS, de la chaire de recherche municipale pour les villes durables. Puis on vous invite à nous contacter pour d'autres questions. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup, Catherine. Merci tout le monde. Catherine. Merci. Oui. OK, on est correct. Là. J'ai ma gang de Victo. De toute façon, c'est eux autres qui m'aident beaucoup dans ma chaire de ces temps-ci. Oui, j'ai juste quelques minutes. Moi, je vais y aller. Là, mais, OK. Eva reste. Ah, elle est partie. Elle est partie. Mais juste nommer un élément intéressant que je n'ai pas pu partager, là, que je trouvais quand même intéressant. Par le passé, là, j'ai eu la chance, là, je pense que j'ai déjà envoyé un courriel à Étienne à ce niveau-là. Ouais. À Saint-Domingue-Baclan, nous, on a mis en place une coopérative, la coopérative des Chugras, donc qui a fait l'acquisition. Donc, c'est un terrain qui valait un demi-million qu'on a eu pour 30 000 $. Et ils ont eu des promoteurs qui ont tourné autour. Puis ce qui a fait en sorte que les sœurs ont accroché au projet, c'était la vision. La vision qui était arrimée avec leur vision. Je vais parler de vision ancestrale et pas juste savoir ancestraux, mais je ne sais pas si on peut appeler ça une vision ancestrale, mais c'est la vision d'une époque que eux, est-ce que la Terre avait une vocation ancestrale autour de l'agriculture. Donc ça a résonné. Fait que c'est un élément que je trouve assez important aussi pour les projets qui puissent résonner sur le terrain, c'est de s'arrimer à un historique, s'arrimer à une vocation, s'arrimer à une vision. Je sais probablement que vous travaillez en ce sens-là, puis je trouve encore plus que par la suite, les savoirs ancestraux, ils viennent par eux-mêmes parce que les sœurs, petit à petit, c'est une bande de jeunes qui ont fait de l'acquisition, mais petit à petit, ils venaient faire leur tour, ils venaient nous partager leur savoir parce que
ils ont vu par la suite la pertinence. Puis, tu sais, honnêtement, ils venaient et ils pleuraient parce qu'ils voyaient elle, il vieillisse, il quitte. Il y avait pratiquement une sœur par mois qui décédait, puis il partait vraiment à petit feu. Et de voir une relève c'était comme la dernière shot qu'ils ont pu lancer. Fait quand de voir une relève avant de quitter. Puis là, en ce moment, ils ont un autre terre qui s'appelle le domaine du Lac-Vert qui fait 300 hectares. Puis ils sont en plein développement. Puis c'est un joyau du Québec. Puis ça a pris du temps avec qu'ils sachent. Là. Finalement, ils ont fait un don à la municipalité. Fait que c'est la municipalité qui a pris la relève. Fait que ça un peu, je ne sais pas si vous suivez un peu ce dossier-là. Ouais. Ça peut être intéressant, là, parce que nous, à l'époque, je me rappelle, on regardait là, ce qui se passait au niveau de Baie-Saint-Paul avec les petites franciscaines de Marie. Fait que je laisse nommer cet élément-là avant